Ma femme m'a demandé de faire don d'un rein à sa mère. J'ai accepté. 2 jours plus tard, elle est venue dans ma chambre d'hôpital avec un homme en costume noir, et m'a jeté les papiers du divorce au visage. Mais elle ne savait pas la chose la plus importante. Mon rein était en fait. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Laissez-moi vous expliquer comment j'en suis arrivé à ce moment, comment un homme de 52 ans, qui ne cherchait que l'amour et l'appartenance à une famille, a fini par être utilisé comme du bétail, puis jeté comme une ordure. Mais aussi, comment l'univers a des façons étranges de rendre la justice, comment les secrets finissent toujours par éclater au grand jour, et comment ceux qui pensent pouvoir jouer avec la vie des autres, finissent détruits par leur propre méchanceté. Je m'appelle Tadeo. Je suis né dans une pauvreté absolue, dans un quartier où les rues n'étaient pas pavées, et où les espoirs mouraient avant les gens. Je n'ai jamais connu mon père biologique. J'ai été adopté à l'âge de 3 mois. Mes parents adoptifs étaient des gens humbles et travailleurs, qui m'ont donné tout l'amour qu'ils pouvaient, même si l'argent n'était jamais suffisant. Ma mère nettoyait les maisons des riches, rentrant avec les mains gercées et le dos brisé, mais toujours avec un sourire pour moi. Mon père travaillait dans la construction, jusqu'à ce qu'un accident le rende handicapé, quand j'avais 12 ans. J'ai appris dès mon plus jeune âge que la vie frappe fort, que l'argent ne pousse pas sur les arbres, et que chaque repas sur la table est une victoire. À 14 ans, je travaillais déjà sur des chantiers de construction, portant des briques sous un soleil qui faisait fondre l'asphalte. Je n'ai étudié que jusqu'au lycée, car il n'y avait pas d'argent pour aller plus loin. Mais j'avais des mains fortes, un dos solide, et un cœur qui croyait au travail honnête. À 20 ans, j'étais un maçon à part entière, gagnant mon propre argent, et rêvant d'une chose simple qui semblait pourtant impossible, une famille à moi. Un foyer où l'amour serait réel, où je ne serais pas l'enfant abandonné que quelqu'un avait recueilli par pitié. Je voulais vraiment appartenir à quelqu'un. J'ai rencontré Fernanda quand j'avais 24 ans. Je réparais les murs d'un bureau administratif, et elle y travaillait comme secrétaire. Elle était belle, avec ce genre de beauté intimidante, qui fait baisser les yeux aux hommes comme moi. Mais ce jour-là, elle m'a souri. Elle m'a offert de l'eau fraîche, m'a demandé mon nom, et m'a parlé comme si j'étais quelqu'un d'important. Je suis tombé amoureux comme un idiot. En 3 mois, nous sortions déjà ensemble. En 6, nous étions mariés. Sa mère, Noumi, m'a détesté dès le premier instant. Quand Fernanda m'a emmené pour la rencontrer, la femme m'a dévisagé de haut en bas, avec un mépris à peine dissimulé. Un maçon, a-t-elle demandé à sa fille, comme si je n'étais pas là. C'est le mieux que tu aies pu trouver. Fernanda a défendu notre amour, a pleuré, et a menacé de quitter la maison. Noumi a finalement accepté, froidement. Mais il y avait autre chose dans ses yeux, quand elle me regardait. Quelque chose que je ne pouvais pas déchiffrer. Ce n'était pas seulement du mépris de classe. C'était quelque chose de plus profond, de plus sombre, comme si mon visage lui rappelait des souvenirs douloureux, comme si elle cachait quelque chose de terrible. Pendant 28 ans, j'ai vécu pour Fernanda. J'ai fait des doubles journées, des triples quand c'était nécessaire. J'ai refusé des opportunités d'ouvrir ma propre entreprise, pour payer ses caprices. J'ai vendu mon camion pour financer un voyage qu'elle voulait faire. J'ai annulé mes propres rêves, pour financer les siens. Nous n'avons jamais eu d'enfant. Elle disait que cela ruinerait son corps, que ce n'était pas encore le bon moment. Ce moment n'est jamais venu. J'ai tout accepté, parce que je croyais que c'était ça, aimer. Que c'était ainsi qu'on construisait un mariage. À quel point j'étais stupide. Au fil des années, Fernanda est devenue distante. Elle passait des heures au téléphone, sortait constamment avec des amis, et m'évitait au lit. J'ai attribué cela au stress, à la routine. J'ai essayé d'être un meilleur mari, plus attentionné, un meilleur pourvoyeur. Je n'ai jamais soupçonné la vérité. Je n'ai jamais imaginé qu'elle avait déjà quelqu'un d'autre, quelqu'un avec de l'argent, avec des costumes chers, et avec les promesses d'une vie que je ne pourrais jamais lui offrir. Puis, Noumi est tombée malade. Insuffisance rénale au stade terminal. Les médecins ont été clairs, sans greffe, elle mourrait en moins de 6 mois. La liste d'attente de l'hôpital public était longue de plusieurs années. La greffe dans le privé coûtait plus de 150 000 €, un argent qu'aucun de nous n'avait. J'ai vu Fernanda s'effondrer. Elle pleurait jour et nuit, s'accrochant à moi désespérément. Je ne peux pas la perdre, sanglotait-elle. Elle est tout ce que j'ai, Tadeo, sans elle,
je suis seul au monde. Ces mots m'ont déchiré l'âme. Comment pouvais-je la laisser souffrir ainsi? Une nuit, après une énième visite dévastatrice à l'hôpital, elle m'a regardé avec des yeux gonflés. Tu pourrais te faire tester, a-t-elle murmuré à peine, juste pour voir si tu es compatible. Tu n'as rien à perdre à essayer. La façon dont elle l'a dit, si calculée, si répétée, aurait dû m'alerter. Mais je ne voyais que ma femme qui souffrait. J'ai fait tous les tests, analyse de sang, tests génétiques, évaluation physique complète. Quand le médecin m'a appelé pour les résultats, Fernanda a insisté pour m'accompagner. Le médecin nous a regardés avec un étonnement sincère. C'est extraordinaire, a-t-il dit, en parcourant les papiers. La compatibilité est de 98%. Il est presque impossible de trouver quelque chose comme ça, en dehors de la famille immédiate. Père, fils, mère, fils. C'est incroyablement rare. Fernanda a crié de joie, et m'a serré dans ses bras en pleurant. Noumi, quand on lui a donné la nouvelle, est devenue aussi pâle qu'un cadavre. Non, a-t-elle marmonné. Ce n'est pas possible. Cela ne peut pas arriver. Nous avons pensé que c'était le choc, l'émotion, mais il y avait de la terreur dans ses yeux. Une terreur que je ne comprenais pas. Je vais le faire, ai-je annoncé sans hésitation. Je vais faire don de mon rein. Noumi a attrapé mon bras avec une force inattendue. Tu n'as pas à faire ça, a-t-elle supplié. Je t'en prie, réfléchis-y, Fernanda l'a repoussé, agacée. Maman, ne sois pas ridicule. Tadeo veut t'aider. Je me sentais convaincu. C'était ma chance de montrer une véritable loyauté, d'être le héros dont ma femme avait besoin. Les jours précédant l'opération ont été étranges, chargés d'une tension que je ne savais pas interpréter. Fernanda est devenue incroyablement affectueuse, presque obsessionnellement attentionnée. Elle me préparait des petits déjeuners élaborés, me serrait dans ses bras la nuit, en murmurant que j'étais le meilleur homme du monde. Elle me regardait avec une intensité que je n'avais pas vue depuis nos premiers mois de mariage. Après ça, tout va changer, promettait-elle, en me caressant le visage. Nous serons une famille unie pour toujours, toi, moi, et ma mère. Rien ne nous séparera jamais. Chaque mot était un miel empoisonné, mais je buvais joyeusement ce poison, croyant que c'était de l'amour. Noumi, en revanche, a sombré dans un silence terrifiant. Chaque fois que j'allais lui rendre visite à l'hôpital avant l'opération, je la trouvais pleurant silencieusement, regardant par la fenêtre, comme si elle s'attendait à ce que le monde s'effondre. « Est-ce que tu regrettes quelque chose dans ta vie » m'a-t-elle demandé une après-midi, d'une voix brisée. La question m'a déconcerté. « Nous regrettons tous quelque chose » ai-je répondu, en essayant de la réconforter. Elle a secoué la tête, les larmes coulant sur ses joues ridées. « Certains regrettent toute ta vie, Tadeo. Certaines erreurs n'ont pas de pardon, peu importe le temps qui passe. » Je n'avais pas compris alors, qu'elle confessait que sa conscience agonisait, sous le poids d'un secret monstrueux. La nuit précédant l'opération, Fernanda a insisté pour m'emmener dîner dans un restaurant chic du centre-ville, un de ces endroits où les nappes sont en tissu coûteux, et où les verres brillent sous des lumières tamisées. Elle a commandé du vin rouge, le plus cher du menu, une chose que nous ne faisions jamais, car je surveillais toujours chaque euro. Aujourd'hui, nous célébrons, a-t-elle dit, en levant son verre. Nous célébrons ta bravoure, ton amour inconditionnel, ta loyauté. Santé. Elle a bu, en me regardant fixement, avec un sourire que je reconnais aujourd'hui comme un adieu. Demain, tu montreras qui tu es vraiment, a-t-elle continué. Demain, tu seras un héros. Tadeo, mon héros. Ces mots sonnaient magnifiquement, mais il y avait quelque chose de faux dans son ton, quelque chose de joué, comme si elle récitait un scénario répété. Pendant le dîner, un message est arrivé sur son téléphone. Elle l'a vérifié rapidement, et un petit sourire, presque imperceptible, a traversé ses lèvres. Elle a rapidement rangé l'appareil. « Qui est-ce » ai-je demandé innocemment. « Personne d'important » a-t-elle répondu, en reprenant du vin. « Juste une amie qui te souhaite bonne chance. » Un mensonge. C'était lui. C'était Martin, l'homme en costume noir qui allait bientôt détruire ma vie. Mais cette nuit-là, je ne savais rien. Cette nuit-là, je croyais encore aux contes de fées. Le jour de l'opération est arrivé. Ils m'ont préparé à 6 heures du matin. Des infirmières efficaces m'ont rasé le côté. Elles ont branché des perfusions,
et m'ont expliqué les procédures avec des voix professionnelles et rassurantes. Fernanda est arrivée au moment où ils m'emmenaient au bloc opératoire. Elle a embrassé mon front, a serré ma main. « Je t'aime », a-t-elle dit. « Souviens-toi, je t'aimerai toujours. » J'aurais dû remarquer le temps du verbe, le passé déguisé en présent. J'aurais dû voir la froideur derrière ses yeux humides. Mais l'anesthésie prenait déjà le dessus, et ces mots se sont perdus dans l'obscurité. Je me suis réveillé dans des nuages de douleur et de confusion. L'opération avait duré près de 8 heures. Mon corps était en feu, chaque respiration était une torture, et je me sentais comme si j'avais été coupé en deux. Les infirmières m'ont assuré que tout s'était parfaitement déroulé, que Noumi et moi étions stables, et que le rétablissement serait lent mais réussi. « Où est ma femme ?» ai-je demandé, d'une voix pâteuse. « Elle est avec sa mère », a répondu une jeune infirmière, en évitant mon regard. Madame Noumi est sortie de la salle de réveil il y a 2 heures, et sa fille n'a pas quitté son chevet. Cela me semblait logique, naturel. C'était sa mère après tout, je pouvais attendre. Mais le premier jour entier a passé, et Fernanda n'est pas apparue. J'ai appelé son téléphone portable 10, 20 fois. Elle n'a pas répondu. Je lui ai envoyé des messages, pour lui demander comment allait sa mère, comment elle allait elle, et pour lui dire qu'elle me manquait. Rien. Le silence absolu. Les infirmières ont commencé à me regarder avec pitié, quand je posais des questions sur elle. Elle est probablement très occupée par les soins de sa mère, disait-elle sans conviction. Mais je voyais la vérité sur leur visage. Elle savait quelque chose que je ne savais pas. Le deuxième jour a été pire. La douleur physique a légèrement diminué avec les analgésiques, mais la douleur émotionnelle a grandi comme une tumeur. Pourquoi ne venait-elle pas? Pourquoi n'appelait-elle pas? Ne se souciait-elle pas de comment j'allais? L'homme qui venait de donner un organe pour sauver sa mère, demandait aux infirmières des nouvelles de Noumi. Elle revenait avec de brèves informations, elle allait bien, se remettait favorablement, et pouvait déjà recevoir des visiteurs. Et ma femme est avec elle, ai-je insisté. Silence gêné. Nous ne savons pas, monsieur. Ces informations sont privées. Le 3e jour, l'anxiété s'est transformée en peur. Quelque chose n'allait terriblement pas. J'ai appelé des connaissances communes, des voisins, quiconque pouvait me donner des informations. Personne ne savait rien, ou personne ne voulait me le dire. Une voisine a finalement parlé, avec une pitié évidente dans la voix. « Tadeo, j'ai vu Fernanda hier. Elle sortait d'un restaurant chic avec un homme. Je ne voulais pas te le dire, mais il semblait très intime. » J'ai raccroché, sentant le monde basculer dangereusement. Le 4e jour, enfin, j'ai entendu ses talons dans le couloir. J'aurais reconnu ce son n'importe où, ce cliquetis distinctif de ses chaussures chères, que j'avais payé avec mes heures supplémentaires. Mon cœur, bêtement, s'est emballé. Une partie de moi espérait encore des explications raisonnables, des excuses, de l'amour. La porte s'est ouverte lentement. Fernanda est entrée la première, mais elle n'était pas seule. Derrière elle, marchait un homme que je n'avais jamais vu. Grand, élégant, vêtu d'un costume noir parfaitement taillé, qui coûtait probablement plus de 3 mois de mon salaire. Cheveux gominés en arrière, montre en or au poignet, et le sourire arrogant de quelqu'un habitué à obtenir ce qu'il veut. Il m'a regardé avec un amusement à peine contenu, comme si j'étais un spectacle pathétique conçu pour son divertissement. Derrière eux, une infirmière poussait un fauteuil roulant. Et c'était Noumi, ma belle-mère, se remettant, avec mon rein fonctionnant à l'intérieur de son corps. Mais elle ne me regardait pas avec gratitude. Elle me regardait avec une culpabilité dévastatrice, avec horreur, comme si elle assistait à un terrible accident qu'elle avait elle-même causé. Fernanda s'est approchée de mon lit, avec des pas mesurés et calculés. Elle portait une robe rouge foncée, que je ne lui avais jamais vue. Un maquillage parfait, un parfum nouveau et cher. Elle avait l'air radieuse, heureuse, libérée. Dans ses mains, elle tenait une chemise cartonnée. Elle l'a jetée sur ma poitrine avec un mépris désinvolte, comme on jette des ordures dans une poubelle. Les papiers du divorce, a-t-elle annoncé d'une voix froide, sans une once d'émotion. Ils sont déjà signés de mon côté. J'ai juste besoin de ta signature. J'étais paralysé, incapable d'assimiler ces mots. Cela devait être une blague cruelle, un cauchemar provoqué par les médicaments. Mais ses yeux confirmaient la vérité. Elle était tout à fait sérieuse.
Quoi, ai-je réussi à articuler à peine. Ma voix sonnait brisée et irréelle. Fernanda, qu'est-ce que tu dis? Je viens de. Je t'ai donné. Elle m'a interrompu avec un petit rire sans humour. Un rein. Oui, je sais. Et je te remercie beaucoup, vraiment. Grâce à toi, ma mère vivra. Mais ça ne change rien entre nous. Je n'ai plus besoin de toi. Je ne t'aime plus. Il est temps de passer à autre chose. L'homme en costume noir s'est avancé, enroulant son bras autour de la taille de Fernanda, avec une familiarité obscène. Permettez-moi de me présenter, a-t-il dit, d'une voix soyeuse et moqueuse. Martin Herrera. Je suppose qu'on pourrait dire que je suis le nouveau propriétaire de votre femme. Enfin, bientôt ex-femme. Il s'est penché vers Fernanda, et l'a embrassée sur les lèvres, lentement et délibérément, s'assurant que je vois chaque seconde de cette humiliation. J'ai senti quelque chose se briser en moi, quelque chose qui ne pourrait jamais être réparé. Depuis combien de temps, ai-je demandé, en regardant Fernanda, ma voix tremblant entre la rage et la douleur. Depuis combien de temps es-tu avec lui? Elle a soupiré, comme si la question était ennuyeuse. 2 ans, a-t-elle répondu avec indifférence. Nous nous sommes rencontrés lors d'un événement d'entreprise. Il possède 3 concessions automobiles. Il a de l'argent, du vrai, Tadeo. Il peut m'offrir la vie que je mérite, pas cette existence médiocre que tu m'as forcé à vivre. Ces mots m'ont frappé plus violemment que n'importe quel coup physique. 28 ans réduits à une existence médiocre. 28 ans de sacrifice, de matin très tôt à travailler sous un soleil de plomb, à me priver pour lui donner tout ce qu'elle demandait, réduit à néant par une seule phrase cruelle. Alors c'était tout un mensonge, ai-je dit, sentant les larmes menacées de couler. Le rein, ton désespoir, tes promesses que nous serions une famille unie. Tout ça n'était qu'une comédie. Fernanda a haussé les épaules, avec une indifférence glaçante. Nous avions besoin du rein. Tu étais compatible. Il était logique de t'utiliser pour ça. Ne joue pas les victimes, Tadeo. Au final, tu as fait quelque chose d'utile de ta vie. Martin a éclaté de rire, savourant chaque seconde de ma destruction. Tu dois admettre que le plan était brillant, a-t-il commenté, en s'adressant à Fernanda, comme si je n'existais pas, attendre jusqu'après l'opération, c'était intelligent, pour qu'il ne puisse pas se dégonfler. Elle a souri avec complicité, et j'ai alors vu toute la vérité. Cela avait été méticuleusement planifié, calculé avec une précision chirurgicale. Chaque caresse des dernières semaines, chaque mot d'amour, chaque promesse, n'avait été que du théâtre, conçu pour me garder docile jusqu'à ce que je livre mon organe. J'ai regardé Noumi, cherchant quelque chose, n'importe quoi qui indique de l'humanité. Elle pleurait silencieusement, la tête baissée, les mains tremblantes sur ses genoux. Tu le savais, lui ai-je demandé d'une voix brisée. Elle n'a pas répondu, mais son silence confirmait tout. Bien sûr, qu'elle savait. Fernanda est intervenue avec irritation. Elle était d'accord depuis le début. C'était sa vie, ou ton confort. Le choix était évident. Un mensonge. J'avais vu la terreur dans les yeux de Noumi, sa résistance à accepter mon don, ses supplications pour que je revienne sur ma décision. Mais je ne savais pas alors, ce qui la terrifiait tant. Je ne savais pas qu'elle portait un secret bien plus sombre, qu'une simple conspiration de divorce. Vous ne pouvez pas me faire ça, ai-je réussi à dire, bien que ma voix sonna pathétique, même pour moi. Je suis dans un lit d'hôpital. Je peux à peine bouger. Je viens de vous donner mon rein. Martin s'est approché, se penchant au-dessus de mon lit, avec une expression de fausse compassion. C'est précisément pour ça que nous le faisons maintenant, mon ami. Pendant que tu es faible, vulnérable, incapable de causer des ennuis. Tu signes les papiers, tu acceptes les conditions que Fernanda t'offre généreusement, et nous reprenons tous le cours de nos vies. Ou nous pourrions le faire à la dure. C'est toi qui choisis. Les conditions étaient une ultime gifle. Fernanda obtenait la maison, celle que j'avais payée pendant des décennies. Elle obtenait les économies de notre compte commun, environ 32 000 €, que j'avais accumulés avec sueur et sacrifice. Elle obtenait la voiture, les meubles, tout. Je ne recevrais exactement rien. C'est juste, a-t-elle argumenté, avec une logique tordue. J'ai investi 28 ans de ma vie à te supporter. C'est une compensation pour le temps perdu.
Martin a ajouté, d'un ton menaçant, et si tu essaies de contester ça au tribunal, nous avons des témoins, prêts à témoigner que tu étais violent, contrôlant, que Fernanda vivait dans la terreur. Qui crois-tu qui gagnera? Un maçon sans éducation? Ou une femme respectable avec des ressources juridiques? J'ai fixé ces papiers sur ma poitrine, sentant mon monde se désintégrer. J'ai signé. Non pas parce que je le voulais, mais parce qu'il ne me restait plus aucune volonté de me battre. J'étais brisé, physiquement et émotionnellement, relié à des machines, me sentant comme un animal abattu, qui comprend enfin que l'amour de l'éleveur n'était qu'un mensonge. Fernanda a pris les documents avec une satisfaction évidente, les a revus rapidement, et les a rangés dans son sac cher, que je n'aurais jamais pu lui acheter. Encore une chose, a-t-elle dit avant de partir, comme si elle se souvenait d'un détail sans importance. J'ai besoin que tu libères la maison d'ici 2 semaines. Martin et moi allons nous y installer. Ce sera notre nid d'amour. La cruauté de ces mots, l'intention délibérée de me détruire complètement, m'a laissé sans souffle. Martin l'a embrassé à nouveau, cette fois de manière plus agressive, s'assurant que le spectacle soit mémorable. Rien de personnel, mon ami, m'a-t-il dit avec un sourire venimeux. Ce ne sont que les affaires. Oh, et merci pour le rein. Maintenant, Noumi peut vivre encore de nombreuses années, en regardant sa fille heureuse avec un vrai homme. Ils sont partis ensemble, Fernanda accrochée au bras de Martin comme un trophée nouvellement remporté, leur rire résonnant dans le couloir à mesure qu'ils s'éloignaient. L'infirmière a poussé le fauteuil de Noumi vers la sortie, mais ma belle-mère a bloqué les roues avec ses mains. Attendez, a-t-elle dit d'une voix à peine audible. L'infirmière a obéi, et est sortie discrètement, nous laissant seuls. Noumi s'est tournée vers moi, le visage dévasté par les larmes et la culpabilité. Pardonne-moi, a-t-elle chuchoté. S'il te plaît, pardonne-moi. Je ne voulais pas que ça arrive. J'ai essayé de l'empêcher, j'ai essayé de t'avertir, mais il était déjà trop tard. Elle s'est mise à sangloter de manière incontrôlable. Je ne comprenais pas sa douleur. Pourquoi souffrait-elle si elle avait obtenu ce qu'elle voulait? Elle avait mon rein. Elle avait retrouvé sa vie. Pourquoi pleures-tu? Ai-je demandé amèrement. Tu as gagné. Ta fille a gagné. J'ai tout perdu. Mais tu as gagné. Elle a secoué violemment la tête, les larmes tombant sur ses genoux. Tu ne comprends pas. Tu ne sais pas ce que j'ai fait. Tu ne sais pas qui tu es vraiment. Ces mots n'avaient aucun sens pour moi. Sur le moment, j'ai pensé qu'elle délirait à cause des médicaments post-opératoires. Tu m'as utilisé, ai-je dit d'une voix morte. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Elle a tendu une main tremblante vers moi, mais l'a retirée avant de me toucher. Un jour, tu sauras la vérité, a-t-elle murmuré. Et quand tu la sauras, tu comprendras pourquoi cela me détruit. Pourquoi je mérite de souffrir plus que quiconque. Avant que je puisse répondre, elle a appelé l'infirmière, et on l'a sortie de la chambre, me laissant seul avec ma douleur et ma confusion. Les jours suivants ont été un enfer flou, d'agonie physique et émotionnelle. Les médecins disaient que mon rétablissement était excellent d'un point de vue médical, que le rein restant fonctionnait parfaitement, et que je pourrais mener une vie normale en quelques semaines. Mais ils ne comprenaient pas qu'aucun organe ne pouvait compenser un cœur brisé, une âme pulvérisée. Les infirmières évitaient de me parler, au-delà des questions professionnelles. Elles savaient ce qui s'était passé. Elles avaient été témoins de mon humiliation publique. La pitié dans leurs yeux était insupportable. J'ai obtenu mon congé 7 jours après l'opération. J'ai quitté l'hôpital avec une blessure en voie de guérison sur le côté, et une autre, qui ne guérirait jamais, dans la poitrine. J'ai pris un taxi, vers ce qui avait été ma maison pendant 28 ans. Les clés fonctionnaient toujours, mais la maison n'était plus à moi. Fernanda avait commencé à emballer mes affaires dans des boîtes en carton bon marché, étiquetées avec un marqueur noir, affaires de Tadeo, mes outils, mes vêtements, mes photographies, tout empilé comme des déchets en attente d'être jetés. Je me suis assis sur le canapé que j'avais acheté avec mon premier salaire décent, là où j'avais rêvé de voir grandir des enfants qui ne sont jamais venus, là où j'avais réconforté Fernanda dans ses mauvais jours, ne sachant pas qu'elle planifiait ma destruction. La maison sentait différemment, comme si mon absence d'une semaine avait effacé mon existence de ses murs. Dans la cuisine, il y avait des bouteilles de vin très chères, de la nourriture gastronomique que je n'aurais jamais achetée. Martin avait déjà marqué son territoire. J'ai reçu un message de Fernanda. Froid, direct,
dénué de toute humanité. Tu as jusqu'à vendredi pour prendre tes affaires. Après ça, je change les serrures. Ne tente rien de stupide, ou j'appelle la police. Elle ne feignait même plus la courtoisie. Ce n'était plus nécessaire. J'avais signé les papiers, j'avais tout abandonné. J'étais officiellement rien. Personne. J'ai passé cette nuit-là sur le canapé, incapable de dormir dans le lit que j'avais partagé avec un mensonge pendant près de 3 décennies. La douleur sur mon côté était constante, mais gérable par rapport au vide dans ma poitrine. Je me suis réveillé en ayant l'impression d'avoir vieilli de 20 ans en une seule nuit. Chaque mouvement était une torture. Pas seulement à cause de la plaie chirurgicale qui guérissait encore, mais à cause du poids mort que je portais dans l'âme. Je me suis traîné jusqu'à la salle de bain, et je me suis regardé dans le miroir. L'homme qui me regardait en retour était un étranger émacié, avec des cernes profonds, une barbe négligée, et des yeux vides. J'avais 52 ans, et il ne me restait absolument rien. Pas de femme, pas de maison, pas d'économie, pas de dignité. Juste une cicatrice sur le flanc, comme un rappel permanent de ma stupidité. J'ai commencé à emballer mes affaires méthodiquement, comme un automate. Des vêtements vieux et usés, des outils de travail qui étaient la seule chose de valeur que je possédais, des photographies d'une vie qui s'était avérée être une fiction. Il y en avait une de notre mariage. Fernanda, souriant de façon radieuse, dans une robe couleur ivoire. Moi, dans un costume d'emprunt, qui était trop grand pour moi. Tous les deux, regardant l'appareil photo, comme si l'avenir était radieux. Quel mensonge parfait. J'ai déchiré la photographie en petits morceaux, et je les ai jetés à la poubelle, là où était leur place. Le téléphone a sonné. C'était mon patron, de l'entreprise de construction où je travaillais depuis 15 ans. Tadeo, il faut qu'on parle, a-t-il dit d'un ton gêné, qui laissait présager de mauvaises nouvelles. Tu es absent depuis 2 semaines maintenant. Je comprends que tu aies subi une opération, mais nous ne pouvons pas garder ton poste indéfiniment. Il y a des factures à payer, des projets à terminer. J'ai essayé d'expliquer. J'ai demandé juste une semaine de convalescence supplémentaire. Je suis désolé, a-t-il répondu, sans avoir l'air vraiment désolé. J'ai déjà embauché quelqu'un d'autre. Nous t'enverrons ton indemnité de licenciement par virement. Ce fut un plaisir de travailler avec toi. Il a raccroché avant que je puisse répondre. Je venais de perdre mon emploi. 15 ans de loyauté, d'assiduité sans faille, de travail en heures supplémentaires sans me plaindre, effacé par 2 semaines de congé maladie. L'univers s'acharnait sur moi avec une cruauté systématique. Je me suis effondré sur le canapé, sentant que je n'avais plus la force de continuer à exister. Pourquoi faire? Pour vivre dans une chambre misérable, avec le peu qu'il me restait? Pour travailler jusqu'à ma mort, à construire des maisons où d'autres personnes vivraient leur vie? Les jours suivants ont été mécaniques, automatiques. J'ai trouvé un petit appartement dans un quartier dangereux, le seul que je pouvais me permettre avec l'indemnité de 1 200 € que j'avais reçue. Une chambre avec des toilettes communes, des murs humides, des voisins qui criaient à toute heure. D'une belle maison de la classe moyenne supérieure à ça, la chute avait été vertigineuse et brutale. J'ai installé mes quelques affaires dans cet espace claustrophobe, qui sentait la défaite, et j'ai commencé à chercher désespérément du travail. Mais quelque chose avait changé sur le marché, pendant mon absence. Les entreprises de construction voulaient des jeunes forts, sans antécédents médicaux compliqués. Vous venez de donner un rein, disaient les employeurs. C'est risqué. Et s'il tombe malade, si le rein restant lâche? Nous ne pouvons pas prendre ce risque. Encore et encore, j'entendais la même chose. Mon acte d'amour était devenu un obstacle professionnel. L'ironie était si amère qu'elle faisait plus mal que la cicatrice. Les semaines ont passé. Mon indemnité et mes économies se sont évaporées, dans le loyer, la nourriture bon marché, et les médicaments post-opératoires dont j'avais encore besoin. J'ai commencé à sauter des repas pour faire durer l'argent. J'ai perdu beaucoup de poids. Mes vêtements pendaient lâchement sur un corps qui dépérissait. J'ai essayé de contacter de vieux amis, des collègues, des connaissances. Personne n'a répondu. Fernanda avait fait son travail, en empoisonnant ma réputation. Des rumeurs circulaient, disant que j'étais violent, instable, dangereux. Des mensonges parfaitement tissés, qui poussaient comme des mauvaises herbes toxiques. Une nuit, en parcourant les réseaux sociaux sur mon vieux téléphone à l'écran fissuré,
j'ai trouvé le profil de Fernanda. Je ne sais pas pourquoi je l'ai cherché. Peut-être par pur masochisme. Il était rempli de photographies récentes. Elle et Martin dans des restaurants élégants, sur des plages paradisiaques, lors de fêtes exclusives. Elle avait l'air spectaculaire, radieuse, plus heureuse que je ne l'avais jamais vue pendant notre mariage. Les commentaires étaient d'une douceur écœurante, « Quel beau couple, vous méritez tout le bonheur, le grand amour existe. » Personne ne connaissait la vérité. Personne ne savait que ce bonheur était construit sur ma destruction, financé par ma douleur. Sur une photo récente, ils étaient dans mon ancienne maison, maintenant entièrement rénovée. Ils avaient changé les meubles, peint les murs en gris foncé, installé une décoration moderne et chère. Martin enlaçait Fernanda dans le salon, la même où j'avais passé des milliers de nuits à regarder la télévision, en rêvant d'un avenir qui ne viendrait jamais. La légende disait, nouvelle maison, nouvelle vie, nouvel amour. Merci, l'univers, pour les secondes chances. J'avais envie de vomir. J'ai fermé l'application, mais les images étaient gravées dans mon esprit, comme une marque au fer rouge. Les mois suivants ont été une descente continue dans les abysses. J'ai trouvé des emplois temporaires mal payés, faire la plonge dans des restaurants crasseux, charger des boîtes dans des entrepôts glacials, nettoyer des toilettes publiques. Rien ne durait plus de 2 semaines. Ma santé s'est lentement détériorée. Le rein restant travaillait trop. Les médecins des dispensaires gratuits m'ont prévenu que je devais prendre soin de moi, bien manger, éviter le stress. Des conseils impossibles à suivre, quand on peut à peine se payer un toit. J'ai arrêté de me regarder dans le miroir. L'homme qui y vivait n'était plus moi. Il était un fantôme ambulant, une coquille vide respirant par inertie, mais qui était mort émotionnellement des mois auparavant. J'ai pensé au suicide plus de fois que je n'ose l'admettre. Ce serait si facile, un pont très haut, des pilules accumulées, n'importe quelle méthode rapide. À qui manquerais-je? À personne. Absolument personne. J'avais consacré toute ma vie à des gens, qui me voyaient comme un outil jetable. Une après-midi, 6 mois après le divorce, alors que j'achetais de la nourriture bon marché dans un supermarché, j'ai vu Noumi. Elle était dans le rayon des produits bio, l'air en bonne santé et rétabli. Mon rein fonctionnait parfaitement à l'intérieur de son corps. Elle m'a vu aussi, et son visage s'est transformé en un masque d'horreur et de culpabilité. Elle a essayé de s'approcher, mais j'ai fait demi-tour, et j'ai quitté le magasin sans rien acheter. Je ne voulais pas de sa pitié. Je ne voulais pas de ses excuses vides. Elle avait ce qu'elle voulait. J'avais livré ce qu'on m'avait demandé. Fin de la transaction. Mais cette nuit-là, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Tadeo, c'est Noumi. S'il te plaît, j'ai besoin de te parler. Il y a des choses que tu dois savoir. Des choses sur ce rein qui changeront ta vie. N'ignore pas ça. Je t'en supplie. J'ai supprimé le message sans répondre. Ces secrets ne m'intéressaient pas. Rien de ce qui concernait cette famille qui m'avait détruit ne m'intéressait. Je voulais juste qu'il me laisse mourir en paix, dans ma misère. Mais elle a insisté. Des messages quotidiens, des appels auxquels je ne répondais pas, jusqu'à ce qu'elle apparaisse finalement à la porte de mon appartement misérable, par une après-midi pluvieuse. Elle était trempée, frissonnante, et paraissait des décennies plus âgée que la dernière fois que je l'avais vue. « S'il te plaît » a-t-elle imploré quand j'ai ouvert la porte, seulement pour lui dire de partir. « Donne-moi juste 10 minutes. Après, tu pourras me haïr pour toujours si tu veux, mais tu mérites de savoir la vérité, sur qui tu es vraiment. » Quelque chose dans son ton désespéré m'a fait hésiter. Je l'ai laissée entrer. Elle s'est assise sur ma seule chaise, tandis que je restais debout, les bras croisés, attendant qu'elle dise ce qu'elle avait à dire pour pouvoir la mettre dehors. Elle a regardé autour de l'appartement, les murs écaillés, le matelas par terre, la pauvreté absolue, et s'est mise à pleurer. « C'est ma faute » a-t-elle sangloté. « Tout ça, c'est de ma faute. Si j'avais eu du courage il y a 50 ans, rien de tout ça ne serait arrivé. Je n'ai pas de temps pour vos drames, ai-je dit d'une voix éteinte. Dites ce que vous avez à dire, ou partez. » Elle a pris une profonde inspiration, a essuyé ses larmes, et m'a regardé droit dans les yeux. « Le rein que tu m'as donné avait une compatibilité de 98%, a-t-elle commencé. Le médecin a dit que seule la famille immédiate pouvait avoir ce niveau de compatibilité. Père, fils, mère, fils. Elle a fait une pause dévastatrice.
Tadeo, je suis ta mère biologique. Je t'ai abandonné pour l'adoption quand tu avais 3 mois, parce que j'étais une mère célibataire de 16 ans, sans ressources. Je te cherche depuis 50 ans. Et quand Fernanda t'a ramené à la maison comme son petit ami, il y a 28 ans. J'ai tout de suite reconnu la tache de naissance sur ton cou. Je savais que tu étais mon fils. Le monde a cessé de tourner. Ces mots ne pouvaient pas être réels. Cela devait être un mensonge cruel, une ultime manipulation. Vous mentez, ai-je dit, bien que ma voix tremblât, trahissant le doute qui commençait à s'insinuer. C'est une autre manipulation, un autre jeu tordu pour vous sentir mieux. Noumi a nié avec véhémence, sortant de son sac une enveloppe jaunie par le temps. Elle l'a ouverte avec des mains tremblantes, et en a sorti de vieux documents, des photographies décolorées, des papiers légaux avec des sceaux officiels. Tout est là, a-t-elle dit en me l'étendant. Acte de naissance original, papier d'adoption, photographie de toi bébé. Regarde la tache de naissance sur ton cou, sur cette photo. Elle est identique à celle que tu as maintenant. J'ai pris les documents avec des mains qui ne semblaient plus être les miennes. L'acte de naissance datait d'il y a 52 ans. Mère, Noumi Cristina Vega, 16 ans. Célibataire, père inconnu, bébé de sexe masculin, confié pour une adoption volontaire 3 mois après sa naissance. La photographie montrait un bébé avec une petite tache sombre, sur le côté gauche du cou. Inconsciemment, ma main est allée vers mon propre cou, là où cette même marque avait été toute ma vie, une marque que j'avais toujours considérée comme insignifiante, juste une particularité de ma peau. Ce n'est pas possible, ai-je murmuré, sentant le sol se dérober sous mes pieds. Ça ne peut pas arriver. Noumi a continué, avec une voix brisée par la douleur accumulée pendant des décennies, je suis tombée enceinte à 15 ans. Le père était un garçon de mon école. Qui a disparu quand il l'a su. Mes parents m'ont forcé à cacher la grossesse. Ils m'ont envoyé vivre chez des parents éloignés. Quand tu es né, ils ne m'ont laissé te serrer dans mes bras que pendant 3 mois. Ils disaient que tu ruinerais ma vie. Que personne ne m'épouserait s'ils savaient que j'avais un enfant illégitime. Ils t'ont arraché de mes bras pendant que je hurlais et pleurais. Je n'ai jamais cessé de te chercher. Les larmes coulaient librement sur son visage ridé, traçant des sillons de douleur, qui avaient mis un demi-siècle à se former. J'ai engagé des détectives privés pendant des années. J'ai dépensé chaque centime que je gagnais, pour essayer de te retrouver. Le système d'adoption à cette époque était fermé, les dossiers scellés. C'était impossible. Et puis, il y a 28 ans. Fernanda est rentrée à la maison avec son nouveau petit ami. Au moment où je t'ai vu, j'ai su. Cette marque sur ton cou, la forme de tes yeux, tes mains. Tu étais mon bébé. Tu étais mon fils perdu, debout dans mon salon, tenant la main de ma fille. L'horreur de la situation a commencé à me frapper par vagues. Donc, vous saviez depuis le début que j'étais votre fils, ai-je dit, sentant la nausée monter dans ma gorge. Et vous nous avez laissé nous marier. Vous nous avez laissé vivre en couple pendant 28 ans, sachant que nous étions demi-frères et demi-sœurs. Noumi s'est couvert le visage de ses mains, tout son corps secoué de sanglots. Je ne pouvais rien dire. Si je l'avais fait, j'aurais dû expliquer pourquoi je t'avais abandonné. Révéler que j'avais eu un enfant illégitime quand j'étais adolescente. Ma famille m'aurait renié. Fernanda m'aurait détesté. Et vous ne partagez pas de sang direct. Fernanda est la fille de mon deuxième mariage, avec un père différent. Techniquement, il n'y avait pas de consanguinité directe. J'ai essayé de me convaincre que ça n'avait pas d'importance. Que ça n'avait pas d'importance, ai-je explosé, avec une fureur que je ne pensais plus avoir en moi. Vous m'avez laissé épouser votre fille, ma demi-sœur, et ensuite vous m'avez utilisé pour me voler mon rein, en connaissant toute la vérité. Noumi a sangloté de façon incontrôlable. Non, je ne voulais pas que tu donnes le rein. Tu ne te souviens pas comment je t'ai supplié de ne pas le faire? Je savais que si tu acceptais, s'il faisait le test génétique détaillé, quelqu'un finirait par découvrir la vérité. J'ai essayé de te protéger. De vous éloigner de cette folie. Mais Fernanda était désespérée de me sauver. Et tu étais si noble, si bon, exactement comme tu l'étais bébé, quand ils t'ont arraché de mes bras. Je me suis effondré sur le matelas par terre, les documents éparpillés autour de moi, comme les preuves d'une vie que je n'avais jamais connue. Est-ce que Fernanda le sait, ai-je demandé, bien que je me doutasse de la réponse.
Noumi a secoué la tête avec insistance. Je ne lui ai jamais dit. Elle n'a aucune idée que vous êtes demi-frère et demi-sœur. Elle sait seulement que tu es l'homme qu'elle a utilisé et jeté. Quand elle découvrira la vérité, son monde s'effondrera tout autant que le tien. Il y avait quelque chose de presque satisfaisant dans cette idée. Une petite étincelle de justice, au milieu d'un chaos absolu. Les médecins ont dit que la compatibilité était extraordinaire, ai-je continué, en essayant d'analyser. Presque impossible en dehors de la famille immédiate. Ils savaient. Les médecins savaient, ou du moins s'en doutaient. Noumi a hoché la tête misérablement. Le médecin qui a supervisé la greffe, Susanna, je crois qu'elle s'appelait, m'a interrogé après l'opération. Elle a posé des questions très spécifiques sur les antécédents familiaux, sur les adoptions, sur les secrets du passé. Je pense qu'elle se doutait de quelque chose. Mais elle n'avait aucune preuve définitive. Les résultats génétiques de la greffe ne sont pas aussi détaillés qu'un test de paternité complet. Ils montrent la compatibilité, mais ne révèlent pas nécessairement une parenté spécifique. Nous sommes restés en silence pendant ce qui a semblé être une éternité. Mon esprit essayait de traiter des informations qui détruisaient tout ce que je croyais savoir sur mon identité. Je n'étais pas seulement Tadeo, le maçon orphelin. J'étais Tadeo, le fils abandonné, retrouvé par hasard par sa mère biologique, marié sans le savoir à sa demi-sœur, utilisé comme une banque d'organes, et ensuite systématiquement détruit. La tragédie était si absurde, qu'elle semblait presque comique, un feuilleton bon marché que personne ne croirait. Pourquoi me dites-vous cela maintenant, ai-je finalement demandé. Pourquoi pas il y a 6 mois, quand j'avais encore un peu de vie en moi? Pourquoi attendre que je sois complètement détruit? Noumi m'a regardé, avec des yeux pleins d'un remords infini. Parce que je meurs, a-t-elle répondu simplement. La greffe échoue. Mon corps rejette lentement le rein. Les médecins disent qu'il me reste peut-être 6 mois, peut-être moins. Et avant de mourir, j'ai besoin que tu saches la vérité. J'ai besoin de ton pardon, même si je ne le mérite pas. Et j'ai besoin que tu saches qu'il existe des documents légaux qui peuvent changer ta situation. Ces derniers mots ont attiré mon attention, malgré tout. Quels documents? Noumi a sorti d'autres papiers de l'enveloppe. Ceux-ci étaient plus récents, avec des sceaux légaux tout neufs. Quand je me suis marié pour la 2e fois avec le père de Fernanda, c'était un homme très riche. Il est mort il y a 10 ans, me laissant un héritage considérable, des propriétés, des investissements, des comptes bancaires. Tout cela représente environ 4 millions d'euros. Mon testament actuel laisse tout à Fernanda, comme ma seule héritière connue. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Mais je suis votre fils biologique. J'ai suivi le raisonnement. Ce qui signifie que légalement, j'ai un droit sur cet héritage. Noumi a hoché la tête lentement. Exactement. En tant que fils biologique, même confié pour adoption, tu as des droits légaux inaliénables sur ma succession. D'autant plus qu'il y a maintenant des preuves médicales de notre lien de parenté. L'analyse génétique de la greffe est dans les dossiers permanents de l'hôpital. Un avocat compétent pourrait utiliser cela pour demander un test ADN complet, et établir la filiation légale. L'information m'a frappé par vagues. 4 millions d'euros. Assez pour reconstruire ma vie détruite, pour avoir une sécurité que je n'avais jamais connue, pour enfin respirer, sans le poids constant de la pauvreté qui m'écrasait. Et vous me dites ça parce que vous voulez que je me batte pour cet héritage, ai-je demandé, méfiant. Qui gagnez-vous? Noumi a souri tristement, un sourire plein de douleur et de regrets accumulés sur toute une vie. Je n'y gagne rien. En fait, je perds. Fernanda va me détester quand elle saura que je t'ai donné ces informations. Mais je te dois ça. Je te dois 52 ans d'amour maternel, que tu n'as jamais reçu. Je te dois une protection, contre le monstre en lequel j'ai transformé ma fille. Et je te dois justice. Elle s'est levée avec effort, le rein greffé lui causant clairement de la douleur. Voici le nom d'un avocat, a-t-elle dit, en laissant une carte sur les documents. Marco Rentoria. Il est bon, honnête, et me doit des faveurs. Je l'ai mis au courant de ta situation. Il est prêt à prendre ton dossier sans rien facturer d'avance. Tu ne le paieras que lorsque tu gagneras, et tu gagneras. La loi est claire dans ces cas-là. Elle s'est dirigée vers la porte, mais s'est arrêtée avant de sortir. Encore une chose.
Fernanda ne sait pas que son mariage avec toi était techniquement incestueux. Quand elle le découvrira, son monde sera détruit. Sa réputation, sa relation avec Martin, tout. Utilise cette information comme bon te semble. Après ce qu'elle t'a fait. Tu en as parfaitement le droit. Elle est partie, me laissant seule, avec les documents qui prouvaient que toute ma vie avait été un mensonge. J'ai passé 3 jours sans dormir, lisant et relisant chaque document que Noumi m'avait laissé, acte de naissance, papier d'adoption, dossiers hospitaliers de la greffe, copie de testament, titre de propriété. Chaque page était une autre pièce du puzzle macabre qu'avait été mon existence. 52 ans vécus dans l'ignorance totale. Marié à ma demi-sœur sans le savoir, utilisé comme organe de rechange, et ensuite jeté comme une ordure. La tragédie était si parfaite qu'elle faisait mal à respirer. Le 4e jour, j'ai finalement trouvé le courage d'appeler l'avocat. Marco Renteria avait un bureau dans le centre-ville, un immeuble d'affaires qui m'a intimidé dès que j'ai franchi les portes en verre. Je suis arrivé dans mes vêtements les plus décents, qui étaient encore pathétiques, comparés aux costumes qui remplissaient ces couloirs. La réceptionniste m'a regardé avec un dédain à peine dissimulé, quand j'ai demandé l'avocat. « Avez-vous un rendez-vous » a-t-elle demandé, sur un ton qui disait clairement que les gars comme moi n'avaient pas leur place ici. « Oui » ai-je répondu en lui montrant la carte que Noumi m'avait donnée. Son expression a changé immédiatement. « Oh, vous êtes le monsieur dont Madame Vega a parlé. Entrez, je vous prie. L'avocat vous attend. » Marco Renteria était un homme dans la quarantaine, élégant, mais sans l'arrogance à laquelle je m'attendais. Il m'a accueilli avec une poignée de main ferme, et m'a offert un café, que j'ai accepté avec gratitude. « Noumi m'a parlé de votre situation » a-t-il commencé, assis en face de moi avec un dossier ouvert. C'est l'une des histoires les plus tragiques que j'ai entendues en 20 ans de pratique juridique, mais c'est aussi l'une des plus claires d'un point de vue légal. Vous avez un dossier solide, monsieur Tadeo. Très solide. Ces mots ont allumé quelque chose en moi que je croyais mort. Une petite flamme d'espoir que j'étais terrifié de ressentir, car tout espoir m'avait été arraché auparavant. Expliquez-moi, ai-je demandé, d'une voix qui essayait de paraître ferme mais qui tremblait légèrement. Marco a ouvert le dossier, et a commencé à m'expliquer avec une clarté professionnelle. Vous êtes le fils biologique de Noumi Vega. C'est documenté dans votre acte de naissance original. Bien que vous ayez été confié pour adoption, les lois de succession dans ce pays protègent les droits des enfants biologiques sur l'héritage de leurs parents. Le fait que vous ayez été adopté n'élimine pas automatiquement vos droits sur la succession de votre mère biologique, surtout lorsqu'il y a des preuves médicales irréfutables de la parenté. Il a sorti d'autres documents, les dossiers médicaux de la greffe. Cette analyse de compatibilité génétique qui a été faite avant le don de rein, montre des marqueurs qui n'apparaissent qu'entre parents directs au premier degré, mère et fils. Spécifiquement dans ce cas. N'importe quel juge ordonnera un test ADN complet sur la base de ces preuves préliminaires. Et quand ce test confirmera la filiation, vous aurez un droit légal sur un pourcentage significatif de l'héritage de Noumi, potentiellement jusqu'à 50% selon la façon dont l'affaire est plaidée. 50% de 4 millions, ai-je demandé, sentant l'air s'épaissir. Ça ferait 2 millions d'euros. Marco a hoché la tête. Correct. Mais il y a plus. Vous avez également un dossier solide, pour intenter un procès en dommages-intérêts. Vous avez été trompé pour donner un organe sous de faux prétextes. Votre ex-femme et votre mère-in-law, enfin, votre mère, ont conspiré pour utiliser votre corps comme ressource médicale, puis détruire votre vie. Cela constitue une fraude, un abus émotionnel, de l'exploitation. Nous pourrions facilement demander une indemnisation supplémentaire, 500 000 € de plus, ou même davantage. Les chiffres étaient si élevés que je ne pouvais pas les traiter. Moi, qui n'avais même pas de quoi payer le loyer du mois prochain, j'avais soudain la possibilité d'avoir des millions. Combien de temps cela prendrait-il, ai-je demandé. Marco s'est adossé à sa chaise, pensif. Les affaires de succession peuvent prendre des mois, parfois des années, mais nous pouvons accélérer les choses. Nous déposerons une demande de filiation immédiatement. Nous demanderons un test ADN urgent, et un gel préventif des avoirs de Noumi. Pour empêcher Fernanda d'essayer de déplacer l'argent ou de vendre des propriétés avant que l'affaire ne soit résolue. Avec les preuves que nous avons, je peux obtenir une ordonnance du tribunal en 2 semaines maximum. Et qu'en est-il de Fernanda, ai-je demandé, ressentant un étrange mélange d'anticipation et de peur.
Quand elle découvrira tout ça? Quand elle découvrira qu'elle était mariée à son demi-frère? Marco a souri, et il y avait quelque chose de presque prédateur dans ce sourire. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Votre mariage avec elle pourrait techniquement être considéré comme nul depuis le début, en raison de la consanguinité non divulguée. Ce qui signifie qu'elle n'a aucun droit légal sur quoi que ce soit qu'elle vous a pris lors du divorce. La maison, les économies, tout. Nous pouvons intenter une action en justice pour le récupérer, avec les intérêts et des dommages et intérêts punitifs. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait exploser. Êtes-vous en train de me dire que je peux récupérer tout ce qu'elle m'a pris? Marco a hoché la tête avec insistance. Et bien plus encore. De plus, quand cela deviendra public, et croyez-moi, cela deviendra public, parce que les médias adorent ce genre de scandale, la réputation de Fernanda sera détruite. Une femme qui a épousé sans le savoir son demi-frère, qui a conspiré pour lui voler son rein. Et qui l'a ensuite abandonné. Les gros titres s'écrivent presque tout seuls. Sa relation avec Martin ne survivra probablement pas à ce scandale. Les hommes comme lui fuient, à la moindre odeur d'ennui juridique et de réputation. C'était trop parfait, trop beau. Il devait y avoir un piège. Et combien tout cela me coûte-t-il, ai-je demandé, me préparant aux chiffres impossibles que je ne pourrais pas payer. Marco a fait un geste de la main, balayant mon inquiétude. Noumi a déjà payé mes honoraires initiaux. Pour le reste, nous travaillons sur la base des résultats. Je gagne quand vous gagnez. Je prends 25% de ce qui est récupéré. C'est un arrangement standard. Dans des cas comme celui-ci, vous ne payez rien d'avance. Vous ne risquez rien d'autre que du temps. Je ne pouvais pas y croire. Après des mois de chute libre dans les abysses, il y avait enfin une corde à laquelle grimper. Quand commençons-nous, ai-je demandé, avec une voix qui commençait à retrouver quelque chose ressemblant à de la force. Marco a souri franchement. Nous avons déjà commencé. Pendant que nous parlions, mon assistante préparait les documents. J'ai juste besoin que vous signiez des papiers me donnant le pouvoir légal de vous représenter. Et demain à la première heure, nous déposerons tout cela chez le juge. Dans 2 semaines maximum. Nous aurons une ordonnance de gel des avoirs, et un rendez-vous pour un test ADN. J'ai signé les documents d'une main tremblante, lisant à peine les lettres qui dansaient devant mes yeux. C'était réel. Ça arrivait. Après tant de souffrances, tant de douleurs, tant d'humiliations, l'univers me donnait enfin une chance de me battre. J'ai quitté ce bureau, en ressentant quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des mois, quelque chose de dangereux et d'enivrant, l'espoir. Les 2 semaines suivantes ont été une agonie d'anticipation. Marco a tenu parole. Il a déposé de multiples requêtes, filiation biologique, annulation de mariage, recouvrement des biens, dommages-intérêts, et une motion préventive pour geler les avoirs de Noumi. Le juge, après avoir examiné les preuves préliminaires, notamment les dossiers médicaux de la greffe, a accordé une ordonnance de gel immédiat, et a programmé une audience d'urgence pour un test ADN. Fernanda l'a découvert lorsque des huissiers de justice se sont présentés à mon ancienne maison avec des documents légaux. Marco m'a raconté plus tard qu'elle a appelé, hystérique, criant que c'était du harcèlement, que j'étais fou, et que j'inventais des mensonges par méchanceté. Dites à ce minable qu'il ne verra jamais un centime, avait-elle hurlé au téléphone. Ma mère se meurt, et il veut voler son héritage. C'est un monstre. Marco avait simplement répondu que nous la verrions au tribunal, et avait raccroché. Professionnel jusqu'au bout. Le test ADN a été effectué dans un laboratoire privé, en présence de témoins légaux. Une infirmière m'a prélevé un échantillon de sang, tandis qu'une autre prélevait un échantillon sur Noumi. Fernanda ne s'est pas présentée à ce rendez-vous, envoyant à sa place un avocat coûteux, qui a essayé sans succès de nous intimider. Les résultats prendraient 72 heures. 72 heures que j'ai passées à errer sans but dans les rues, incapable de dormir, incapable de manger, oscillant entre la terreur que tout cela ne soit qu'une erreur, et l'excitation d'obtenir enfin justice. Le jour où les résultats sont arrivés, Marco m'a appelé à son bureau. Sa voix au téléphone était neutre, impossible à déchiffrer. J'ai besoin que vous veniez immédiatement, fut tout ce qu'il a dit. J'ai couru. Littéralement, j'ai couru sur les 15 pâtés de maison jusqu'à son bureau, parce que je n'avais pas d'argent pour un taxi. Je suis arrivé en sueur et essoufflé. Marco m'attendait, avec une enveloppe scellée sur son bureau.
Les résultats sont arrivés il y a 1 heure, a-t-il dit avec un visage sérieux. Mon estomac s'est noué, et j'ai demandé ce qu'il en était, à peine capable de parler. Marco a maintenu son expression sérieuse pendant encore 1 seconde, avant qu'un immense sourire n'éclaire son visage. 99,9% de probabilité de filiation mère-fils. Noumi Vega est irréfutablement votre mère biologique. Nous avons gagné, Tadeo. Nous avons tout gagné. Mes jambes ont lâché, et j'ai dû m'asseoir avant de tomber. 99,9%. C'était réel. Tout était réel. J'étais le fils biologique de Noumi, ce qui signifiait que Fernanda était ma demi-sœur, ce qui signifiait que notre mariage avait été une imposture incestueuse sans qu'on le sache, et ce qui signifiait que tout ce qui m'avait été enlevé, pouvait être récupéré. Marco m'a servi un verre d'eau, que j'ai bu avec des mains tremblantes, tandis qu'il m'expliquait les prochaines étapes avec un enthousiasme professionnel à peine contenu. Maintenant, vient la meilleure partie, a-t-il dit, en étalant d'autres documents sur son bureau. Avec le test de paternité confirmé, nous allons immédiatement déposer une motion pour déclarer votre mariage avec Fernanda nul, en raison d'une consanguinité non divulguée. Cela invalide automatiquement l'accord de divorce, que vous avez signé sous la contrainte. Tout ce qu'elle a pris, la maison. Les économies, les biens. Tout doit être restitué. De plus, nous allons procéder à une poursuite en dommages-intérêts pour fraude, conspiration, et exploitation médicale. Nous parlons de chiffres importants. Il m'a tendu une calculatrice avec des chiffres qui m'ont donné le vertige. Recouvrement des biens, environ 200 000 €, entre la maison, les économies et vos affaires. Dommages-intérêts compensatoires pour les souffrances physiques et émotionnelles, estimés à 300 000 €. Dommages-intérêts punitifs, parce que la conduite était particulièrement malveillante. Encore 300 000 €. Et votre part de l'héritage de Noumi, 2 millions € minimum, potentiellement plus selon la façon dont les biens seront divisés. Un total prudent de 800 000 €. 800 000 €. Le chiffre était si absurde, par rapport à ma réalité actuelle, qu'il m'a presque fait rire. Moi, qui n'avais pas de quoi manger 3 fois par jour, j'avais soudainement la possibilité d'être millionnaire. Quand Fernanda saura-t-elle tout ça, ai-je demandé, avec un mélange d'anticipation, et de quelque chose qui ressemblait à de la peur. Marco a regardé sa montre. Dans environ 3 heures. J'ai programmé une livraison de documents légaux. À 16 heures, des huissiers de justice arriveront chez elle avec une notification complète, les résultats ADN, l'action en annulation de mariage, le gel des avoirs. Et une convocation pour une audience. Ça va être une très mauvaise journée pour elle. Quelque chose s'est serré dans ma poitrine. Ce n'était pas de la pitié, exactement, mais quelque chose de plus complexe. Pendant 28 ans, j'avais aimé cette femme. J'avais construit toute ma vie autour de son bonheur. Cette loyauté ne disparaît pas du jour au lendemain, même si elle m'avait détruit. Puis-je être là, ai-je demandé impulsivement. Quand elle recevra les documents. Marco a froncé les sourcils. Ce n'est pas une bonne idée. Cela pourrait compliquer les choses légalement. D'ailleurs, monsieur Tadeo, avec tout le respect que je vous dois, vous méritez mieux que d'assister à sa souffrance. Vous méritez de reconstruire votre vie, pas de rester coincé dans le passé. Il avait raison. Je le savais. Mais une partie de moi, la partie masochiste qui saignait encore de la blessure qu'elle avait causée, avait besoin de le voir. J'avais besoin de voir le moment où son monde parfait s'effondrerait. Je veux juste regarder de loin, ai-je insisté. Je ne m'approcherai pas. Je ne lui parlerai pas. Je veux juste voir son visage quand elle le découvrira. Marco a soupiré de résignation. Très bien. Mais restez dans votre voiture, à une distance de sécurité. Ne pensez même pas à vous approcher, ou nous aurons de plus gros problèmes. À 15h30, j'étais garé à un demi-pâté de maison de mon ancienne maison. La maison que j'avais payée avec des décennies de travail, et que Fernanda m'avait volée sans remords. L'endroit avait l'air encore plus élégant que sur les photos des réseaux sociaux. Ils avaient ajouté un jardin devant, avec des fleurs chères, une nouvelle porte en bois sculpté, un système de sécurité visible. Le tout probablement financé avec mon argent, ou avec l'argent de Martin. La voiture de Fernanda, une berline argentée que je ne reconnaissais pas, était dans l'allée. Il y avait aussi un luxueux SUV noir, qui appartenait, je supposais, à Martin.
À 16 heures précises, une voiture de justice s'est garée devant la maison. 2 agents en uniforme en sont sortis, avec des mallettes volumineuses. Ils ont frappé à la porte. Fernanda a ouvert, l'air impeccable comme toujours. Une robe de couleur lavande, qui coûtait probablement plus cher que mon loyer pour 3 mois, des cheveux parfaits, un maquillage sans défaut. Son expression agacée s'est transformée en confusion lorsqu'elle a vu les agents. Je ne pouvais pas entendre la conversation de là où j'étais, mais j'ai vu un des agents lui remettre la grande enveloppe. Fernanda l'a ouverte avec une irritation évidente, pensant probablement qu'il s'agissait d'une autre requête légale sans importance. J'ai vu le moment exact où elle a commencé à lire. Son visage a dramatiquement pâli. Ses mains ont commencé à trembler. L'enveloppe est tombée par terre, alors qu'elle portait une main à sa bouche, étouffant ce qui était clairement un cri d'horreur. Martin est apparu derrière elle, a ramassé l'enveloppe, et a commencé à lire. Son expression est passée de la curiosité au choc absolu, en quelques secondes. Il a regardé Fernanda, avec un mélange de dégoût et d'horreur, qu'elle n'a pas vu parce qu'elle était pliée en deux, comme si elle avait reçu un coup de poing dans l'estomac. Les agents ont dit autre chose, elle a hoché la tête machinalement, et ils sont partis, la laissant sur le pas de la porte, se tenant à peine debout grâce à l'encadrement. Martin lui criait quelque chose, gesticulant violemment avec les documents. Je pouvais imaginer les mots, même si je ne pouvais pas les entendre, ton demi-frère. Tu étais marié à ton demi-frère. Et maintenant il va tout récupérer. Fernanda a essayé de le toucher, mais il a reculé, avec une répulsion visible. Il est rentré dans la maison, et réapparu 5 minutes plus tard avec une petite valise, est monté dans son SUV, et a démarré en faisant crisser les pneus. Il ne s'est pas retourné une seule fois. Fernanda est restée seule devant la porte, tenant ces papiers qui détruisaient son existence. Puis, elle m'a vu. Nos regards se sont croisés à travers les 50 mètres qui nous séparaient. Même de cette distance, je pouvais voir la dévastation absolue sur son visage. La prise de conscience que tout ce qu'elle avait construit sur ma destruction, s'effondrait maintenant sur elle. Elle a fait un pas vers ma voiture, puis un autre, comme un zombie se déplaçant sans volonté propre. J'ai démarré le moteur. Je ne pouvais pas lui parler. Pas maintenant. Pas comme ça. Je l'ai vu dans le rétroviseur alors que je m'éloignais, tomber à genoux au milieu de la rue qui fut un jour la nôtre, en hurlant quelque chose que le vent a emporté. J'ai senti quelque chose se tordre dans ma poitrine, mais j'ai continué à rouler. Elle avait eu son moment de triomphe, quand elle m'avait jeté les papiers du divorce dans un lit d'hôpital. C'était le mien. Les semaines suivantes ont été un tourbillon d'activités juridiques. Marco a travaillé sans relâche, déposant des requêtes, assistant à des audiences, négociant avec les avocats de plus en plus désespérés de Fernanda. Noumi, fidèle à sa parole, a témoigné en ma faveur à chaque audience. Elle a confirmé toute l'histoire. L'abandon, la reconnaissance silencieuse quand Fernanda m'a ramené à la maison, la conspiration pour utiliser mon rein, tout. Son témoignage a détruit toute défense que Fernanda tentait de monter. La presse locale s'est emparée de l'histoire, comme Marco l'avait prédit. Les gros titres étaient brutaux, une femme épouse son demi-frère sans le savoir, l'utilise pour une greffe, et l'abandonne, le secret de famille de 50 ans explose dans un scandale d'héritage millionnaire, une mère a gardé le secret pendant que sa fille épousait son propre frère. Des journalistes ont campé devant mon ancienne maison, essayant d'obtenir des déclarations de Fernanda. Elle n'est jamais sortie. Les rideaux sont restés fermés jour après jour. Les amis, qui la flattaient auparavant sur les réseaux sociaux, la crucifiaient maintenant. Les commentaires étaient impitoyables, inceste et trahison, quelle combinaison, le karma existe, et il présente l'addition, elle le mérite pour avoir été un monstre. Une partie de moi avait pitié de la voir se faire publiquement mettre en pièces. Mais ensuite, je me rappelais son sourire froid en me jetant les papiers du divorce. Je me rappelais Martin l'embrassant, pendant que j'agonisais dans un lit d'hôpital. Je me rappelais des mois de faim et de désespoir. La pitié mourait rapidement. L'audience finale a eu lieu 2 mois après le jour où tout a commencé. La juge, une femme sérieuse dans la soixantaine, a examiné méticuleusement toutes les preuves, tests ADN, dossiers médicaux, témoignages, documents financiers. Fernanda a essayé d'argumenter qu'elle ne connaissait pas le lien de parenté, qu'elle était aussi une victime. Son avocat, clairement mal à l'aise, a présenté un dossier faible, sur la façon dont le mariage avait été contracté de bonne foi. Marco a systématiquement détruit chaque argument.
Il a présenté des SMS, échangés entre Fernanda et Martin avant la greffe, où ils discutaient ouvertement du plan de divorce. Les messages étaient dévastateurs par leur froideur calculée. Il faut juste attendre qu'il donne son rein, écrivait Fernanda, 3 semaines avant l'opération. Après, nous serons libres. Ma mère vivra, et nous pourrons commencer notre vie ensemble sans ce fardeau. Martin avait répondu, es-tu sûr qu'il signera le divorce sans se battre? Et elle, je le ferai quand il sera faible. Juste après l'opération. Il n'aura pas la force de résister. De plus, je lui dirai que j'ai des témoins de violence s'il tente quoi que ce soit. Crois-moi, il abandonnera comme il le fait toujours. Le silence dans la salle d'audience était absolu, lorsque ces messages ont été lus à voix haute. Fernanda avait la tête baissée, incapable de regarder qui que ce soit. La juge la regardait, avec une expression de dégoût à peine contenue. « Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense, madame ?» a demandé la magistrate, d'un ton qui indiquait clairement que rien ne pouvait justifier ce qui venait d'être entendu. L'avocat de Fernanda a essayé de prendre la parole, mais elle l'a arrêté d'un geste de la main. Elle s'est levée lentement, me regardant finalement directement, pour la première fois depuis que tout ce processus juridique avait commencé. « Je n'ai aucune défense », a-t-elle dit, d'une voix brisée mais claire. Tout ce que l'avocat de M. Taddeo a dit est vrai. J'ai conspiré avec Martin, pour utiliser mon mari et ensuite l'abandonner. Je l'ai fait consciemment, cruellement. Sans remords. Je pensais que je méritais mieux qu'une vie avec un maçon sans éducation. Je pensais que l'argent et le statut de Martin me rendraient heureuse. J'ai eu tort sur toute la ligne. Elle a fait une pause, les larmes coulant enfin sur ses joues. Mais le lien de parenté. Je jure que je ne le savais pas. Je n'aurais jamais permis ce mariage, si j'avais su que nous étions demi-frères et demi-sœurs. Ma mère a gardé ce secret pendant des décennies. Elle est tout aussi responsable de cette tragédie que moi. La juge a hoché la tête, en prenant des notes. Votre aveu de culpabilité concernant la fraude et la conspiration est noté. Quant au manque de connaissance du lien de parenté, c'est crédible étant donné que votre mère a délibérément caché l'information. Cependant, cela ne vous exempte pas des conséquences de vos actions conscientes. À l'encontre de M. Taddeo. La magistrate a revu ces documents une dernière fois avant de continuer. J'ai examiné ce dossier de manière exhaustive, et j'ai rarement vu quelque chose d'aussi moralement répréhensible. Monsieur Taddeo, vous avez littéralement donné un organe de votre corps. Croyant que c'était un acte d'amour familial. Vous avez été trahi au moment de votre vulnérabilité maximale. La conduite de Madame Fernanda constitue une fraude, de l'exploitation, et une cruauté préméditée. Elle a pris une profonde inspiration, avant de rendre sa sentence. Premièrement, je déclare le mariage entre Taddeo et Fernanda Vega nul et non avenu, rétroactivement à la date de sa création, en raison d'une consanguinité non divulguée. Deuxièmement, je déclare invalide l'accord de divorce signé sous la contrainte. Et j'ordonne la restitution immédiate de tous les biens à M. Taddeo, y compris la propriété résidentielle, le véhicule, et les fonds bancaires détournés. Troisièmement, j'ordonne à Madame Fernanda de payer des dommages-intérêts compensatoires de 300 000 €. Et des dommages-intérêts punitifs d'une valeur supplémentaire de 300 000 € à M. Taddeo. Quatrièmement, concernant l'héritage de Madame Noumi Vega, ayant établi une filiation biologique irréfutable, je déclare M. Taddeo comme héritier légitime. Avec droit à 50% de la succession totale. Les mots sont tombés comme des coups de marteau de la justice. Fernanda pleurait maintenant ouvertement, son avocat essayant vainement de la réconforter. La juge a terminé. Cinquièmement, considérant que le rein transplanté est en train de lâcher, et que Madame Noumi a une espérance de vie limitée, j'ordonne que le partage de l'héritage soit accéléré et exécuté dans les 90 jours suivant son décès. Sixièmement, j'interdis à Madame Fernanda de vendre, de transférer ou de disposer de tout bien jusqu'à ce que la restitution des biens à M. Taddeo soit terminée. Cette décision est définitive, et n'est susceptible d'appel que sur des questions de procédure, et non de fond. Elle a frappé de son marteau. La séance est levée. Je suis resté assis, incapable de bouger alors que la réalité s'installait. J'avais gagné. Non seulement j'avais gagné, mais j'avais obtenu tout ce que Marco m'avait promis, et plus encore. Fernanda est passée devant moi en sortant. Elle s'est arrêtée brièvement. Je suis désolé, a-t-elle chuchoté si bas que je pouvais à peine l'entendre. Pour ce que ça vaut,
je suis vraiment désolé. Tu étais un homme meilleur que ce que je méritais. Elle a continué à marcher avant que je ne puisse répondre, quittant la salle d'audience, et probablement ma vie pour toujours. Marco m'a serré dans ses bras, avec un enthousiasme non professionnel. Nous l'avons fait. Nous avons tout gagné. Sa joie était sincère, mais je me sentais étrangement vide. Oui, j'avais obtenu justice. J'avais récupéré ce qui m'avait été volé, et bien plus encore. Mais le prix à payer avait été 28 ans d'une vie gâchée, un organe donné sous la tromperie, et des mois de souffrance indescriptibles. Était-ce vraiment une victoire, ou juste une réparation inadéquate pour un préjudice irréparable? Les mois suivants ont été un lent processus de reconstruction. Fernanda a libéré mon ancienne maison en 2 semaines, comme le tribunal l'avait ordonné. Je l'ai trouvée vide, à l'exception des meubles basiques qu'elle ne pouvait pas emporter. Elle avait laissé une note sur la table de la cuisine. Les meubles que nous avons achetés ensemble t'appartiennent plus qu'à moi. Prends tout. Je ne veux rien qui me rappelle ce que j'ai détruit. Signé simplement par un F. J'ai engagé une entreprise de nettoyage professionnel, pour effacer toute trace de Martin. J'ai repeint les murs, et j'ai remplacé ce qu'ils avaient changé. J'ai essayé de récupérer un peu de l'essence de la maison qu'elle fut autrefois, mais c'était impossible. Trop de fantômes habitaient ces couloirs. J'ai finalement décidé de vendre la maison, une fois que tout le processus légal serait terminé. J'avais besoin de repartir totalement à zéro, dans un endroit qui n'avait pas d'histoire. L'argent a commencé à arriver par étapes. D'abord, les 32 000 € d'économies volées avec les intérêts, puis les 600 000 € de dommages-intérêts que Fernanda a dû payer en vendant des propriétés qu'elle avait héritées de son père. L'argent de la maison viendrait plus tard, quand je déciderais de la vendre. Et enfin, attendant à l'horizon comme un sombre nuage inévitable, l'héritage de Noumi, que je ne pourrais toucher qu'à sa mort. J'ai rendu visite à Noumi 2 mois après le verdict. Elle était en soins palliatifs. Le rein greffé avait finalement lâché complètement, comme les médecins l'avaient prédit. Elle avait l'air minuscule dans ce lit d'hôpital, consumée par une vie de maladie et de culpabilité accumulée. Elle m'a vu entrer, et a commencé à pleurer silencieusement. « Tu es venu » a-t-elle chuchoté. « Je ne pensais pas que tu viendrais. » Je me suis assis sur la chaise près de son lit, ne sachant pas quoi dire. Que dit-on à la mère qui vous a abandonné bébé? Qui vous a retrouvé en silence alors que vous épousiez sa fille, donc votre demi-sœur? Qui a conspiré pour utiliser votre organe, même si elle a essayé de vous arrêter à la fin? Comment vous sentez-vous, ai-je finalement demandé. Une question stupide, considérant qu'il était évident qu'elle était en train de mourir. Elle a souri faiblement. J'ai connu de meilleurs jours. Elle a essayé de plaisanter, mais a fini par tousser douloureusement. Tadeo, j'ai besoin que tu saches quelque chose avant que je parte. Ces derniers mois, depuis que tout a explosé, ont été les plus durs de ma vie, mais aussi les plus libérateurs. Ce secret m'empoisonnait de l'intérieur depuis 50 ans. Maintenant que c'est sorti, maintenant que la vérité est connue. Je peux enfin mourir en paix. En paix, ai-je répété avec une amertume que je ne pouvais contenir. Vous avez détruit ma vie. Vous m'avez laissé épouser votre fille. Vous m'avez utilisé pour sauver votre vie, puis vous les avez laissés me détruire. Comment trouvez-vous la paix là-dedans? Elle a hoché la tête, acceptant chaque accusation. Tu as le droit d'être furieux. Tu as tout à fait le droit de me haïr. Mais je veux aussi que tu saches, que t'abandonner pour l'adoption a été la décision la plus douloureuse de mon existence. J'avais 16 ans, sans argent, sans soutien. Sans option. Mes parents ont menacé de me jeter à la rue si je n'abandonnais pas le bébé. C'était toi, ou ma survie. J'ai choisi de survivre, et j'ai vécu avec cette culpabilité chaque jour depuis. Elle a pris une respiration difficile, avant de continuer. Quand Fernanda t'a ramené à la maison plus tard, quand j'ai reconnu cette marque sur ton cou, j'ai cru que c'était un signe divin. Mon fils perdu était revenu. Je voulais dire la vérité tout de suite. Mais la peur m'a paralysé. Peur de perdre Fernanda. Peur du scandale. Peur d'affronter ma lâcheté d'il y a des décennies. Alors, j'ai gardé le silence, et je vous ai laissé construire une vie ensemble. Ce fut la deuxième pire erreur de mon existence. Et la première, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. T'avoir abandonné pour l'adoption, a-t-elle répondu d'une voix brisée.
T'avoir laissé partir, alors que j'aurais dû me battre pour te garder. Tout le reste, toute cette tragédie, découle de ce moment de lâcheté il y a 50 ans. Nous sommes restés en silence pendant un long moment. Le seul bruit était le bip constant des machines qui maintenaient en vie son corps défaillant. Finalement, j'ai parlé, ma voix sonnant plus calme que je ne l'espérais. Je ne peux pas complètement vous pardonner, ai-je dit avec une honnêteté brutale. Ce que vous avez fait, ce que vous avez permis, a volé des décennies de ma vie et a failli me détruire complètement. Mais je comprends que vous êtes aussi une victime de vos circonstances, d'une autre époque, d'une famille cruelle. Ça ne justifie rien, mais au moins je le comprends. Ses yeux se sont allumés brièvement d'espoir. Alors, y a-t-il une chance pour qu'un jour, tu puisses me pardonner? J'y ai longuement réfléchi avant de répondre. Peut-être, avec le temps. Beaucoup de temps. Pour l'instant, je ne peux que vous offrir ceci, je ne vous hais pas. Je suis furieux, dévasté, brisé, mais je ne vous hais pas. Elle a tendu sa main tremblante vers moi. Je l'ai prise, sentant à quel point elle était devenue fragile. Merci, a-t-elle murmuré. C'est plus que ce que je mérite. Nous sommes restés ainsi, mère et fils, réunis dans les circonstances les plus tragiques imaginables, jusqu'à ce qu'elle s'endorme. J'ai quitté cette chambre, sachant que ce serait probablement la dernière fois que je la verrais en vie. J'avais raison. Noumi est morte 3 semaines plus tard, silencieusement au petit matin. Les funérailles étaient petites, pathétiques même. Il n'y avait que Fernanda, moi, Marco, et 2 cousins éloignés qui connaissaient à peine Noumi. Fernanda avait l'air brisée. Elle avait perdu au moins 10 kilos, sa beauté flétrie par la culpabilité et la souffrance. Elle a essayé de me parler après la cérémonie, mais je n'avais rien à lui dire. Nous nous sommes regardés une dernière fois, avant de partir dans des directions opposées. Dans ses yeux, j'ai vu des regrets sincères, mais trop tardifs pour avoir de l'importance. L'héritage a été traité exactement comme la juge l'avait ordonné. 250 000 € sont arrivés sur mon compte, après déduction des impôts et des frais juridiques. Avec l'argent récupéré de Fernanda, et la vente éventuelle de la maison, ma valeur nette totale a atteint près de 3 millions d'euros. De vivre dans un appartement misérable sans argent pour manger, à millionnaire en moins d'1 an. Le changement était si brutal, qu'il était difficile pour moi de l'assimiler. Mais l'argent n'a pas guéri les blessures. Il n'a pas rendu les 28 années perdues. Il n'a pas effacé les cauchemars, où Fernanda me jetait les papiers du divorce pendant que Martin riait. Il n'a pas effacé la cicatrice sur mon flanc, ni le vide là où se trouvait autrefois mon rein. La richesse matérielle était une compensation inadéquate, pour ce qui avait été volé. Pourtant, c'était quelque chose. C'était la justice, aussi imparfaite soit-elle. J'ai décidé d'utiliser cet argent sagement. J'ai créé une fondation à but non lucratif, pour aider les enfants adoptés à retrouver leur famille biologique, en fournissant des tests ADN gratuits et un soutien juridique. Je l'ai appelée la Fondation de la Seconde Chance. Si ma tragédie pouvait éviter à d'autres de vivre 50 ans dans l'ignorance de leurs origines, alors quelque chose de bon serait ressorti de tout cela. J'ai acheté une maison modeste en banlieue, un endroit sans histoire ni fantôme, avec un petit jardin où j'ai planté des légumes. Une vie simple et tranquille, loin du scandale qui avait consumé ces derniers mois. Certains jours, la paix m'échappait, le traumatisme étant trop récent pour être ignoré. D'autres jours, je pouvais respirer sans ressentir un poids écrasant sur la poitrine. C'était un lent processus de guérison. 1 an après le début de tout cela, j'ai reçu une lettre de Fernanda. Elle est arrivée sans adresse d'expéditeur, mais j'ai immédiatement reconnu son écriture. Je l'ai ouverte d'une main tremblante, ne sachant pas à quoi m'attendre. Elle était brève, écrite sur du papier ordinaire et sans fioriture. Tadeo, je n'attends ni réponse, ni pardon. J'ai juste besoin que tu saches que je vis chaque jour avec le poids de ce que j'ai fait. Martin m'a quitté quand le scandale a éclaté. J'ai perdu mon travail, mes amis, ma réputation. Je vis maintenant dans un petit appartement. En travaillant comme caissière dans un supermarché. C'est ce que je mérite. Mais le pire n'est pas la pauvreté matérielle. C'est de me réveiller chaque matin. En sachant que j'ai détruit le seul homme qui m'aimait sincèrement. Que j'ai utilisé ta bonté comme une arme contre toi. Je t'ai épousé sans savoir que tu étais mon demi-frère. Mais cela n'efface pas les années de vrai mariage que nous avons partagés. Avant que tout ne pourrisse. Il y a eu des moments d'amour véritable,
je sais qu'il y en a eu. Je les ai ruinés. Par avidité et par vanité. J'espère que tu trouveras le bonheur que je n'ai jamais pu t'offrir. Tu le mérites plus que quiconque. Avec d'éternels regrets. F. J'ai plié la lettre lentement, et je l'ai rangée dans un tiroir, avec d'autres documents du passé. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à dire. Elle devrait vivre avec ses décisions, tout comme je vivais avec les conséquences. C'était aussi ça, la justice, froide, mais équitable. 2 ans après le jour où tout a commencé, je pouvais enfin regarder mon reflet, sans ne voir que de la douleur. La cicatrice sur mon côté ne brûlait plus constamment. Le vide émotionnel commençait à se remplir d'un nouvel objectif. Ma fondation avait aidé 17 familles à se réunir. 17 histoires avec des fins plus heureuses que la mienne. Je ne me suis jamais remarié. Le traumatisme était trop profond, la confiance trop brisée. Mais j'ai trouvé la paix dans la solitude, dans un travail qui a du sens, et dans la certitude que le karma avait finalement récolté ses dettes. Fernanda vivait dans la pauvreté, et elle l'avait mérité. Martin avait fui le scandale, en perdant des investissements importants. Noumi était morte avec sa culpabilité, consumée par elle. Moi, j'avais survécu, cicatrisé, et je m'étais reconstruit. J'avais donné un rein, en croyant à l'amour et à la famille. Ils m'ont rendu trahison et destruction, mais aussi, sans le savoir, ils m'ont donné la vérité, la justice, et finalement la liberté. Le rein que j'ai donné était plus qu'un organe. C'était la preuve d'une parenté cachée, la clé qui a déverrouillé des secrets vieux de 50 ans, le catalyseur d'une justice poétique. Fernanda ne savait pas la chose la plus importante à propos de ce rein, qu'il était la preuve de sa propre chute. J'ai donné par amour. L'univers l'a utilisé pour rétablir l'équilibre. Et à la fin, debout dans mon petit jardin, en regardant un coucher de soleil paisible, j'ai compris que parfois, la justice arrive tard, mais elle arrive dans son intégralité. Les cicatrices restent, mais la dignité retrouvée aussi. J'ai donné un rein par amour, on m'a rendu de la haine, mais le karma n'oublie pas, et la vérité trouve toujours son chemin vers la lumière.